Bienvenue dans le débat sur France 24, 7 ans après la chute de Ben Ali. Que reste-t-il des printemps arabes? Que reste-t-il du vent de liberté qui a soufflé pendant plusieurs mois au Maghreb et en Égypte et qui a entraîné la chute des dictateurs? La contestation en Tunisie est-elle le prolongement des soulèvements de 2011? Que va-t-il se passer dans ces pays en 2018? On en débat avec mes invités. Hasni Abidi est avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Claude Guibal, bonsoir. Grand reporter au service international de France Inter, auteur de Islamistan, et c'est chez Stock. Et vous avez également vécu plus de 10 ans au Caire, je tiens à le mentionner, et vous avez coécrit l'Égypte de Tahrir. Sophia Tosi, bonsoir, économiste à COFAS, en charge de la zone méditerranéenne. Et Philippe Moreau-Desfarges, bonsoir, chercheur en relations internationales, auteur de Nouvelles relations internationales. Et ça paraît au Seuil, c'est paru au Seuil en juin 2017. Alors on se souvient de cet élan démocratique, c'était il y a 7 ans, les dictateurs tombaient, Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye. La situation est bien sûr différente entre ces pays, l'Égypte, la Tunisie ou la Libye. Le terrorisme a frappé ces trois pays, notamment la Tunisie. Un régime militaire s'est mis en place en Égypte après Mohamed Morsi. La contestation gronde en ce moment même en Tunisie. Hasni Abidi, 7 ans après, peut-on dire que ces révolutions arabes sont un échec? C'est trop tôt pour le dire. 7 ans, c'est beaucoup et peu, parce que chaque pays avait sa propre nature, son propre régime politique, et du coup, le parcours était différent. La Tunisie n'a pas évolué comme le Maroc, où il y a une monarchie, qui a été la locomotive de la transition, comme l'Égypte, par exemple, où il y avait une militarisation de la réponse, ou la Syrie, ou par exemple, où la Libye est un pays voisin de la Tunisie. Donc on est encore dans un processus pour vous, il n'y a pas d'échec. La transition politique est un processus très long. Il y a un échec, bien sûr, pour la population qui espérait, après la chute des régimes autoritaires, à une prospérité économique, même s'il n'y a pas de lien entre la prospérité économique et la transition politique. Mais on peut dire aujourd'hui que l'espace arabe ne peut plus revenir, en tout cas à la situation antérieure à 2010-2011. Le mur de la peur est tombé et cette volonté de s'affranchir des régimes autoritaires, elle est aujourd'hui ancrée dans les sociétés. Mais justement, quid du vent de liberté? L'Égypte n'est plus du tout... il n'y a pas de véritable liberté en Égypte. Alors la Tunisie, effectivement, c'est un peu une exception. Mais au final, en 2011, il y avait un véritable espoir de liberté. Oui, c'est vrai que la Tunisie, c'est le seul pays rescapé un petit peu de ce printemps arabe. Mais regardez la Libye. Malgré la situation catastrophique, les Libyens... C'est le chaos en Libye, tout de même. Oui, c'est un grand désordre. Mais les Libyens, ils ont commencé une tradition, disons, des élections. L'Égypte, c'est vrai qu'avec le retour de l'autoritarisme, il y a un autoritarisme qui se modernise. Mais attention, les Égyptiens, ils n'ont pas dit leur dernier mot. On voit bien avec cette accumulation de manifestations, de sittings, montre que les Égyptiens, à mon avis, un jour ou l'autre, ils vont aussi demander une autre sortie. Philippe Moreau-Desfarges, est-ce que c'est une déception tout de même, ces révolutions arabes? Oui, il y a quand même... Pas une déception, mais il y a quand même une inquiétude. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on fait inévitablement des comparaisons avec ce qui s'est passé en Europe centrale et orientale, et même à ce qui s'est passé en Amérique latine. Ça a été beaucoup plus pacifique, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une déception. Il y a une deuxième question, c'est que vous avez tout à fait raison de distinguer le politique et l'économique, mais c'est vrai que l'une des clés de ces printemps arabes, c'est qu'il fallait qu'il y ait un décollage économique. Et c'est vrai qu'il y a un problème véritable de décollage économique. De ce point de vue-là, le pays le plus intéressant, c'est l'Égypte. C'est-à-dire ce colosse du monde arabe, ce premier colosse. On voit bien qu'il y a un très grand problème d'arriver à décoller économiquement. Et je pense que la difficulté, c'est qu'il y a nécessairement une articulation entre ce qui se passe dans le monde arabe et l'environnement international. Et c'est clair que le climat de méfiance qui règne entre le monde arabe et le reste du monde complique un peu les choses. Claude Guibal, il y a des différences majeures entre les pays, vous connaissez bien l'Égypte. La déception n'est tout de même pas réelle en Égypte. Alors, écoutez, moi qui ai vécu ces révoltes arabes, que ce soit en Égypte ou en Syrie, notamment de l'intérieur sur le terrain, c'est sûr que pour moi, 7 ans après, c'est violent. C'est violent. Mais ce n'est pas une désillusion totale. Ce qui s'est passé en Égypte et ce qui vient d'être dit notamment sur le poids de l'économie est essentiel parce que pourquoi les gens sont descendus dans la rue, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, c'est d'abord pour une accession à la citoyenneté qui tenait en 3 mots en arabe, qui était Aish, le pain, comme on disait en Égypte, Hurriya, la liberté, Hadana Ektamia, l'égalité sociale, l'égalité économique. Ce que voulaient les gens, c'était un accès à l'éducation, au service de l'État, parce que ce constat-là, c'était de montrer qu'on était dans des États faillis, autoritaires, et où Ils voulaient aussi Moubarak dégage. Mais quand ils disent Moubarak dégage, c'est qu'ils disent à Moubarak,
Irak, l'État que tu représentes, qui est un État militaire, un État sécuritaire, on n'en veut pas. Tu nous proposes, nous, ce qu'on veut, c'est l'accès aux services de la citoyenneté, qui sont l'éducation, la nourriture, l'accès à la santé, etc. Et tout cela, ça n'est pas arrivé. Et le décollage économique. Aujourd'hui, il y a le général Al-Sisi qui dirige le pays d'une main de fer. Le maréchal Sissi aujourd'hui dirige le pays d'une main de fer parce que beaucoup de gens en Égypte se disent, et c'est pareil aussi dans d'autres pays des révoltes arabes, se disent c'était mieux avant. Mais pourquoi c'était mieux avant? Parce que les dictatures créent les conditions de leur survie. Elles créent les conditions de leur survie de façon sécuritaire, elles créent les conditions de leur survie de façon économique. Je crois qu'on a pas réalisé vraiment à l'époque l'importance de ce qu'on appelle l'État profond, qui est tout ce système qui permet aux dictatures de continuer. Parce que l'État profond, c'est quoi? C'est la façon dont l'État, par le népotisme, par le clientélisme, finalement fixe les structures du pays à l'endroit où on ne le voit pas. C'est que les entreprises publiques sont tenues, par exemple en Égypte, par des généraux. C'est parce que tous les postes de police, etc., tout le système, en fait, est un système étatique. Vous pouvez changer la tête, la structure demeure. Et c'est ça aujourd'hui le constat. Mais tout cela n'est pas fini. Tout cela est un processus en marche. Et ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie le montre. Quand les gens crient dans la rue en Tunisie, contre quoi ils crient? Ils crient contre des conditions sociales pour une économie qui ne parvient pas à porter ses fruits. La clé, c'est quand même le développement économique. Hein. La clé, c'est le développement économique. Alors justement, Sophia Tosi, ces révolutions, il y a cette contestation sociale qui existait en 2011, qui existe toujours aujourd'hui. Finalement, comment se trouvent ces pays 7 ans après? Alors, je pense que c'est difficile de dresser juste un tableau en instant T sans prendre en compte l'évolution qui a eu lieu depuis les printemps arabes. La période post-printemps arabe a été une période de flou politique qui a désincité ou qui a été plutôt un frein à une reprise économique réelle. Et le bon moment, on va dire l'alignement des planètes pour la plupart des pays exportateurs de pétrole que sont l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, a été l'année 2014-2015 où on a eu une baisse des prix du pétrole, où on aurait pu avoir une reprise économique assez marquée, où on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise économique dans ces pays-là. Mais du coup, avec la baisse du prix du pétrole, elle n'a pas eu lieu. Sauf qu'il y a eu des événements qui ont eu lieu à ce moment-là, c'est qu'on a eu des attentats en Tunisie et en Égypte qui ont eu un impact assez significatif sur les équilibres extérieurs de ces deux pays en particulier. Si on prend par exemple le cas de l'Égypte, après l'arrivée de Sissi au pouvoir en 2014, il y a une période d'euphorie économique où, de la part des investisseurs étrangers, où on pensait, ce colosse au pied d'argile allait renaître de ses cendres, où on allait avoir une vraie reprise, où l'Égypte allait jouer enfin son rôle économique dans la région, du fait de son potentiel économique, avec sa population, sa capacité, etc. Ça, c'est un processus qui a été assez rapidement avorté parce que on a eu l'attentat notamment qui avait visé l'avion russe en octobre 2015 a eu un effet assez marqué sur la reprise, par exemple, du tourisme, mais aussi sur la capacité des Égyptiens à gérer leur territoire et de ce fait sur la capacité à pouvoir attirer des investissements étrangers. Et finalement, ça a renforcé ce côté négatif, alors que ces pays même n'avaient pas encore fait leur travail d'amélioration du climat des affaires qui aurait pu permettre cette reprise. Donc le terrorisme, en fait, a empêché une sorte de reprise économique. Dans ce que vous dites, il y a quand même un non-dit. Qui est quand même compliqué. Est-ce que le monde arabe aujourd'hui n'est pas le théâtre d'une sorte de guerre civile? Je veux dire, une guerre civile entre les modernisateurs, les gens qui veulent des sociétés laïques ou des sociétés démocratiques à l'Occident, et une partie de la population qui se réfugie dans une forme d'islamisme. Est-ce qu'il n'y a pas ce véritable problème, cette toile de fond qui rend difficile aussi le développement économique? Et qui est un problème politique pour le coup. Oui. C'est un problème presque culturel. Enfin, c'est un problème culturel. Non, la société, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas une guerre civile ni une guerre entre les modernisateurs ou les obscurantistes, mais pas du tout. On a bien vu en Tunisie ou par exemple ou en Égypte où on peut trouver les islamistes avec le co-moderniste. On peut trouver par exemple comme aujourd'hui Ce sont tout de même des visions de société différentes. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que sur la question économique, les islamistes et les frères musulmans ont montré qu'ils étaient plutôt libéraux. Oui, plus proches des libéraux. C'est pour ça qu'il n'y a pas justement ce clivage. Juste un petit mot. Regardez, à l'exception de la Libye, un État pétrolier, mais la Libye n'avait pas d'État
sous Kadhafi. Il est difficile de remplir le vide sécuritaire. Les autres pays du printemps arabe n'avaient pas une économie très forte. Parce que si, c'est vrai qu'il y a une nostalgie à l'ordre, au régime politique, à la stabilité, à la sécurité. Mais si la situation était bonne, meilleure, ou était meilleure avant, pourquoi les gens sont descendus en Égypte, Alexandrie ou en Tunisie? Parce que déjà en 2008-2007, la situation économique est devenue catastrophique dans ces pays-là. C'est vrai que les conditions économiques et sociales, c'est ces conditions-là qui ont poussé les gens à manifester. Mais les gens se sont rendus compte que demander du pain, demander la dignité, en fait, c'est lié aussi au changement de régime. C'est-à-dire que les gens qui étaient au pouvoir étaient incapables, disqualifiés pour faire un traitement économique à leurs difficultés. Alors, sont-ils plus qualifiés aujourd'hui? C'est quand même la question qu'on se pose, Claude Guibal. Difficile de dire s'ils sont plus qualifiés, mais en tout cas, on voit qu'en Tunisie, il y a ce problème qui se pose avec le retour des capitaux tunisiens de l'époque Ben Ali. Il y a quand même ce problème des impôts, du budget 2018. C'est quand même ça qui a mis le feu aux poudres. En Égypte, là où je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'en 2011, au moment où la révolution éclate, le taux de croissance est phénoménal. Il est à 6-7%, sauf que il ne touche pas la population. Il ne bénéficie qu'à 10% de la population. Aujourd'hui, on vous parle d'un taux de croissance en Égypte d'environ 5%. Vous attendez 5% cette année. Qui non plus ne touche pas la population. Il y a une dévaluation énorme. Les prix sont devenus complètement dingues. Et le président Sisi, qui est arrivé au pouvoir en disant aux Égyptiens, voilà, après ces années de chaos, moi, ce que je vous propose, c'est le retour à la prospérité. Vos entreprises vont fonctionner, le travail va fonctionner, on va reprendre de l'emploi, on va lancer des grands projets, le pays va aller. Pour ça, j'ai besoin des coups des franches. Je vais nous débarrasser des islamistes. Je vais nous débarrasser de tout ce qui a fait bouger. Résultat, ça fait plusieurs années que le président Sisi est au là, c'est un choix politique. La situation économique est catastrophique et la situation politique n'est toujours pas bonne. Le Sinaï est devenu incontrôlable et la grogne, et il y a de la grogne, je vous vois hocher de la tête, et il y a de la grosse grogne dans les entreprises. Il n'y a pas de politique, tout simplement. Il n'y a pas de politique en Égypte. Est-ce qu'on exerce la politique? Est-ce que le Parlement joue son rôle? Est-ce que les partis politiques? Il n'y a plus rien. Il n'y a que le maréchal Sisi. Oui, mais le maréchal Sisi dit c'est moi ou le chaos. C'est ce qu'il dit tout de même en Égypte. C'est ses prédécesseurs avant. Exactement. Donc, en quoi est-il si différent? C'est ma question. Bah, moi, je suis un peu étonné. Si vous voulez, il y a quand même, je suis obligé de vous poser la question, moi qui suis pas du tout arabe, c'est est-ce qu'il y a une spécificité arabe, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème de développement économique, de transformation sociale dans ces pays du Moyen-Orient. Il n'y a pas de spécificité. Non, vous en êtes sûr? Alors, pour moi, ce serait extrêmement déjà réducteur de dire ça. La première... J'ai le droit de poser des questions. Oui, non, mais allez-y, vous en j'ai le droit de vous répondre également. Ma réponse, il n'y a pas de spécificité arabe, vous dites. Pour moi, alors, je pense qu'il y a deux éléments là. Il y a deux points de réflexion qu'il est important de clarifier. Le premier point de réflexion, et je reprends ce que vous avez dit au début, c'est qu'on est en période de transition politique. Qui dit transition politique dit flou économique. Qui dit flou économique dit manque de confiance et donc difficulté de pouvoir vraiment avoir un démarrage sain. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi, le deuxième point par rapport à cette question de transition politique, c'est aussi qu'on est face à des États qui sont en apprentissage, donc en partie défaillants. Et donc, du coup, qui aussi renforce cette idée de manque de confiance, etc. Donc, il faut des preuves de confiance pour que l'économie redémarre. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, il y a le FMI. On va quand même le rajouter. C'est un petit peu ce qui s'est passé cette année en Égypte. Alors, pour moi, la question de l'Égypte... Alors, dans les deux pays, dans les deux cas, on a un État qui est relativement défaillant. C'est-à-dire qu'il ne remplit pas son rôle d'État en tant que de gouvernance économique. C'est-à-dire pouvoir attirer les capitaux, mener une politique budgétaire plus ou moins rigoureuse, essayer d'équilibrer les finances publiques et justement créer les conditions pour qu'il y ait une croissance saine et inclusive. Parce que finalement, ce qu'a révélé les printemps arabes, ça c'est un point, je pense, important qu'il faut noter, c'est le caractéristique des régimes prédateurs qui c'était des régimes de prédation économique qu'on observait à la fin en Égypte. Avant 2010, on disait que le monde arabe n'était pas réformable, ou parfois même plus, même le monde musulman. Quand il y avait le printemps arabe, c'est-à-dire une volonté de s'affranchir des régimes autoritaires, c'est-à-dire finalement épouser les mêmes principes, les mêmes valeurs que le monde occidental, où j'ai des valeurs universelles. Et évidemment, 7 ans, c'est peu. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés énormes. La Libye en guerre civile, il n'y a plus d'argent. Justement, la Libye, pour revenir juste sur la Libye. La Libye aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les prochaines élections vont donner un espoir à ce pays? Est-ce qu'effectivement, ça va être la création d'un État? Aujourd'hui, on peut le dire sur la Libye? Mais la Libye, c'est déjà l'héritage catastrophique laissé par l'ancien régime. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'institutions. Les Libyens, ils sont en train de construire donc, tout à la base. C'est-à-dire comment faire des élections, comment juste dire à la population libyenne
Turquie, ça serait bien de traverser les appartenances régionales, les appartenances tribales et voter à des partis politiques. Ce n'est pas quelque chose avec un groupe incapable d'accompagner qui a laissé toute cette population seule affronter les défis de la transition. Philippe Morand-Desfarges. Non, mais attends, d'abord, je voudrais vous poser une question. Non, mais attendez, parlez plutôt que de poser une question. Pardonnez-moi. Vous voulez peut-être compléter ce que je viens de dire. J'ai envie de dire, quand j'écoute ce propos, on a l'impression, quand même, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Je cherche la réussite. Il y a un pays dont on n'a pas parlé, qui est peut-être une réussite, en Syrie, c'est le Maroc. Quand vous voyez la situation de la Syrie, quand vous voyez la situation de l'Arabie Saoudite, quand vous voyez la situation de l'Égypte, quand vous voyez la situation de la Libye, je dis, où y a-t-il un pays arabe qui marque une réussite? Pourquoi? Et deuxièmement, le Maroc, en quoi est-il un cas particulier, justement? Développez un petit peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Le Maroc, il y a eu une réforme du code civil. Je m'excuse d'être un peu cruel. Je cherche une réussite arabe. Et je me dis, je regarde dans ce tableau, je me dis, quelle est la réussite arabe? J'ai envie de, dis-moi, un pays qui réussit vraiment. Alors j'ai envie de dire, malgré tout, le Maroc paraît comme un pays relativement calme, où il y a quand même un certain développement économique. La contestation a été plus limitée au Maroc. Moi, oui, mais il ne s'agit pas d'un examen. Pourquoi une réussite? La réussite, elle s'obtient après des décennies. Est-ce que l'Europe a réussi l'examen de la transition démocratique? Le Portugal et l'Espagne, ils ont mis combien d'années et quels sacrifices pour obtenir justement le pluralisme? Ces pays-là sortent quand même d'un temps de ténèbres. Vous parlez du Maroc, vous avez raison de parler du Maroc. Vous avez parlé de Maroc. Même si je pense que la Tunisie est quand même réussi sa transition dans l'ordre. Ouais, on reparlera de la Tunisie dans la deuxième partie. Le Maroc avait un mouvement de 20 février. Le roi du Maroc a anticipé ses revendications. Il a fait changer la constitution. Il était beaucoup plus en avance que les partis politiques. C'est-à-dire donner un peu plus de pouvoir à son chef de gouvernement. Il a réussi, bien sûr, parce qu'il y avait une monarchie. Il y avait une institution stable qui a réussi à piloter les transitions. C'est comme ça que le Maroc a réussi son passage. Mais le Maroc, il y a toujours aujourd'hui des événements partout. Il ne faut pas oublier. Au Rif marocain, des grèves, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant et compliqué à vouloir parler du monde arabe. Pareil. On parle du Machrek, on parle du Maghreb, on parle de monarchie, on parle de régime militaire, on parle de choses qui n'ont rien à voir. Chaque pays arabe a une histoire très très particulière. Ils ont ce point commun qui était ce printemps arabe. Et c'est pour ça qu'on en a fait une sorte de... Il n'y a pas eu de printemps arabe en Algérie ou au Maroc à cause des histoires. Je pense que l'Algérie, quand on posait la question aux Algériens à ce moment-là, quand tout le monde arabe regardait vers l'Égypte ou vers la Syrie, tout ça, les Algériens disaient, nous, on voudrait bien changer. Sauf qu'on a eu la guerre civile. Ils ont une histoire différente. On a une histoire différente. Les Marocains ont une histoire différente et une structure d'État différente qui est liée à la monarchie. On ne peut pas comparer. Alors, on va laisser tomber le monde arabe. Je vais dire qu'il y a une spécificité quand même de cette zone Méditerranée orientale, Méditerranée du Sud. Prenez un exemple. Il y a quand même deux questions. Là aussi, je suis obligé de poser des questions. Y a-t-il des classes moyennes qui émergent dans ces pays? Y a-t-il des classes moyennes qui émergent? Elle commence. Précisément pour ça. Elle commence. Deuxième question que je pose aux deux dames. Si vous voulez, l'une des conditions de la modernité, c'est l'évolution du rapport homme-femme. C'est clairement l'évolution du rapport homme-femme. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Je suis à Nord, mais je suis concerné aussi par la Il nous reste une minute pour terminer cette première partie. Rapport homme-femme, il y a peut-être, là pour le coup, il y a peut-être une exception tunisienne. Alors, tout de même, parce qu'il y a il me semble, une loi qui a été votée. On peut épouser un non-musulman en Tunisie, et ça, c'est il y a quelques mois. C'est la famille qui date comme des années 50, donc il y avait un progrès très important en Tunisie. Vous n'êtes pas d'accord? De la famille aussi au Maroc et en Algérie. L'opposition, c'est le début de la construction d'une classe moyenne qui est la colonne vertébrale, à mon avis, d'une stabilité d'un pays. Il y a effectivement une constitution de cette classe moyenne. Alors, déjà, il y a une constitution de cette classe moyenne. Pour revenir à l'égalité homme-femme, elle se construit principalement via le monde du travail. Et qu'on commence à avoir un taux de participation de plus en plus élevé des femmes dans cette région du monde. D'autant plus que ce sont celles qui ont de plus en plus accès à l'éducation, qui réussissent dans le milieu scolaire et qui s'imposent. Donc ça va être une transition en douceur, qui va se faire de manière progressive et qui va s'appliquer aux mœurs, et non l'inverse. Et pour finir, sur la question de la classe moyenne, oui, il y a une classe moyenne qui émerge, parce qu'il y a quand même eu un boom économique. Et c'est cette classe moyenne qui est porteuse de revendications. Ce n'est pas le monde rural, que ce soit au Maroc ou en Tunisie. En Tunisie, ça a été plutôt le monde, pas rural, mais ouvrier. Et donc, du coup, qui, oui, était l'une des principales victimes de ce système de prédation, parce que ce sont les entreprises de phosphate, de pétrole, qui sont dans les terres et qui sont défavorisées et qui ont été les laissés pour compte du système. Claude Guibal. Écoutez, moi, je presque rien à rajouter là-dessus. Effectivement, la création d'une classe moyenne, c'est la demande d'accession à des formes de citoyenneté. Et c'est vrai que la croissance a poussé à ça, mais qu'aujourd'hui, les gens voient qu'ils ont les moyens, mais qu'ils n'ont pas les droits qui vont derrière. Donc, on se retrouve bien sûr dans cette deuxième partie. Restez avec nous.